Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Elle attend avec impatience l'échographie de 5 mois et demi pour savoir si tout va bien. Pour Célia, c'est un moment plutôt magique que chaque parent attend avec impatience. Mais en réalité, c'est un acte médical qui permet de savoir si l'enfant va bien. Et il arrive parfois où l'enfant ne va pas bien. Et ce fut le cas de Célia et de son conjoint. Aujourd'hui, Célia prend le micro de Sans Tabou pour nous parler de son deuil périnatal arrivé il y a 7 ans maintenant. La douleur est toujours présente, mais aujourd'hui elle a trouvé la force d'en parler. De parler de son petit garçon, Arthur. Attention, si vous venez de perdre un être cher, cet épisode risque de vous heurter. Prenez soin de vous et de vous écouter. Voilà, pour cette introduction, je laisse place à ma conversation avec Célia. Salut Célia, comment vas-tu ? Eh ben ça va bien. Et toi ? Ça va bien. Je suis contente d'être là parce qu'on avait parlé de ce podcast il y a déjà un moment. Et puis ça y est, enfin, on l'enregistre. Bah ouais. Donc je trouve ça vraiment chouette. Merci à toi de me donner cette opportunité. Avec plaisir, merci à toi de venir témoigner. J'ai attendu que tu reviennes vers moi, parce que je préfère. Oui. Comme ça, t'étais prête à en parler, parce Oui. que justement, on va parler de deuil périnatal aujourd'hui. Et oui, c'est pas un sujet facile. Et pourquoi, du coup, tu souhaites témoigner sur ce sujet ? Il y a un peu plus de 7 ans, j'ai été enceinte et j'ai perdu un bébé à 6 mois de grossesse qui est mort à la naissance suite à un acte médical d'interruption de grossesse parce que mon bébé avait un problème, je vais en parler. Et voilà, on a eu un petit Arthur qui est né et mort le 20 février 2016. Ouais, ça fait. Je pense que c'est difficile à comprendre quand on le vit pas. Parce que je pense qu'il faut vraiment le vivre, ce genre de choses, pour vraiment comprendre. Et on se dit 6 mois à l'extérieur, vu d'extérieur, quand on ne le vit pas. 6 mois, c'est quand même énorme, quoi. On se dit, il aurait pu vivre et tout. Et ouais, je compatis en tout cas. Eh ben, c'est effectivement c'est une douleur mais qui malgré tout peut être comprise par pas mal de monde. Parce que quand on devient maman ou on devient papa, on commence vraiment à comprendre tout ce que ça implique. L'amour d'un enfant, c'est pas à partir du moment où on le rencontre en vrai et où on le tient dans nos bras. L'amour d'un enfant, c'est à partir du moment où on commence à penser à concevoir un enfant. Et même quand l'enfant grandit dans notre ventre, à partir de ce moment-là, on se sent maman, on devient parent. Et oui, quand on perd son enfant, même s'il n'est pas encore né et qu'il n'a pas encore eu de reconnaissance aux yeux du monde extérieur, eh ben oui, c'est une véritable, la plus grande des souffrances. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le deuil périnatal avec tes mots ? Alors, pour expliquer le deuil périnatal avec mes mots, je vais peut-être commencer tout bêtement par la définition de l'OMS, si tu veux bien, mais qui n'est pas forcément la définition à laquelle on adhère, nous, parents endeuillés. La définition de l'OMS, en fait, dit que ce sont les enfants, je crois, morts à partir de 14 semaines de grossesse. Et on vérifiera au pire. Voilà, tu vérifieras et tu regarderas. Et jusqu'à 7 jours après la naissance, donc ils sont morts pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, ou jusqu'à 7 jours après la naissance. Un enfant qui, comme je le disais, qui à partir du moment où il est dans le ventre de sa maman et où cet enfant est parfaitement désiré et attendu, est un membre entier de la famille, qui soit là depuis 2 semaines ou qui soit là depuis 6 mois. Donc, nous, parents endeuillés, incluons dans cette définition de deuil périnatal
tous les enfants et toutes les petites étoiles qui ont traversé nos vies et qui n'ont pas pu rester malheureusement. Donc ça inclut les arrêts naturels de grossesse, qu'on appelle plus communément fausse couche, mais on n'aime pas vraiment ce mot qui est un petit peu moche. Peu importe si on perd un enfant à 2 mois de grossesse, à 4 mois de grossesse, une personne qui va le perdre aussi à 8 jours de vie, tout ça de toute façon va englober le deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est vraiment la perte d'un tout petit bébé pendant la grossesse, lors de l'accouchement ou à quelques semaines de vie. Ah, même lors de l'accouchement aussi ? Absolument, parce que malheureusement, on a beau, et ça on va peut-être en parler, on a beau être dans des sociétés hyper médicalisées où on pense que tout va bien, eh bien non, il y a toujours des problèmes lors de l'accouchement. Alors certes, c'est plus comme avant, hein. Aujourd'hui on a un corps médical assez fabuleux qui nous aide dans beaucoup de choses, mais il arrive qu'il y ait des problèmes lors de l'accouchement, et aujourd'hui, malheureusement, il y a toujours des mamans qui décèdent pendant l'accouchement, et il y a toujours des enfants qui décèdent pendant l'accouchement. Je suis pas sûre de vouloir connaître les stats. Non, alors rien à voir avec avant, hein. On n'est plus, on n'est pas sur des statistiques énormes, mais malgré tout, ce sont des risques qui existent, qui sont bien réels et dont on n'est pas informé. On ne le sait pas, en fait. Dans tous les films et dans toutes les histoires, ça termine toujours par ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Quand tu regardes un film sur une comédie romantique, ça termine par je suis enceinte, ouais super, et maintenant on va avoir une belle vie. Mais en fait non, déjà être enceinte c'est une galère, pas possible. Ok, on est bien d'accord. Disons que tout le monde ne le vit pas pareil, voilà. Et puis ensuite, il peut encore se passer des tas et des tas de choses. Et on n'a pas forcément cette information-là, et peut-être tant mieux, à la rigueur. T'as raison, c'est peut-être pas bien de savoir les statistiques là-dessus, parce qu'on ne va pas se rajouter des angoisses sur les angoisses qui sont déjà là. Non, connaître au moins les faits, mais pas les stats, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter, pas forcément dans les détails, mais soit de voir si tu veux donner les détails, comment ça s'est passé ? Tout déroulé, voilà. L'histoire d'Arthur. Avec plaisir, parce que c'est bien d'en parler, ça le fait... exister. Exactement. J'ai rencontré mon chéri en 2014 et il faut savoir que mon chéri, c'est mon deuxième chéri parce que j'avais déjà eu un mari avant. J'ai déjà eu un mari et j'ai déjà eu un enfant avant. Et en fait, quand j'ai rencontré mon chéri, très vite, on a été très heureux ensemble. Et on a décidé d'avoir un enfant avec énormément de peur de mon côté. Que ça ne fonctionne pas parce que j'avais cette première expérience d'un couple qui avait explosé. Donc j'avais énormément de peur en me disant ça n'a pas fonctionné la première fois, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne, enfin, qu'est-ce qui va faire que ça fonctionne la deuxième. On parlait d'enfants et je me suis retrouvée enceinte un petit peu comme ça, sans vraiment chercher réellement à tomber enceinte. Et là, ça a été beaucoup de questions, en fait, de questionnements pour moi. En tout cas, mon chéri, lui, était hyper heureux. J'ai entamé cette grossesse avec plein de doutes et de questions et de peurs. Et à la première échographie, c'est là où j'ai vraiment investi ma grossesse, où je me suis vraiment dit, ça y est, en fait, je suis enceinte et je suis bien, et je vais être bien, et tout va bien se passer. C'était combien de mois ou de semaines ? La première échographie, alors je parle de celle des 3 mois, parce qu'il y a une échographie au tout début, en général, pour être sûr qu'il y a un embryon, et qu'il soit bien implanté, qui se fait par le gynéco quand tu as le doute d'être enceinte et que tu as un test positif. Du coup, tu vas voir ton gynéco pour voir si tout va bien, c'est pas une grossesse extra-utérine ou des choses comme ça. Donc, il vérifie très, très vite qu'effectivement, c'est bien implanté, tout va bien, il fait une datation rapide. Et puis, la première échographie, c'est 3 mois de grossesse, à peu près, qui est en fait la première échographie de contrôle. Il y a 3 échographies de contrôle pendant une grossesse. Celle-ci, c'est la première, c'est celle qui va vérifier que tout va bien, que l'embryon est toujours là, qu'il est bien implanté aussi, je ne sais plus exactement, enfin voilà. En tout cas, c'est là où on a découvert ce petit haricot qui poussait dans mon ventre, qui avait déjà des bras, des pieds, voilà. Et j'ai commencé à vraiment investir cette grossesse à ce moment-là et à me dire voilà, que tout irait bien.
J'avais été extrêmement stressée pour ma première grossesse. Des angoisses de première grossesse en fait. Puis ça n'avait pas été une grossesse très rigolote, donc très facile. Donc je me suis dit, là, je vais la jouer cool. De toute façon, tout va bien se passer. J'ai pas besoin d'angoisser. Et du coup, j'étais pas du tout angoissée. J'étais vraiment très bien. Bah, c'est pas plus mal. On a commencé l'aptonomie avec mon chéri. Donc l'aptonomie, en fait, c'est une sorte de préparation à la grossesse où le papa est assez impliqué. Donc il peut poser les mains sur le ventre de la maman. Ça fait réagir le bébé. Et très vite, à 4 mois de grossesse, quand on commence vraiment à sentir cet enfant, le bébé, moi, je sentais pas cet enfant. Je le sentais pas. Il bougeait pas. Et quand il bougeait, il me faisait mal. Et je sentais que c'était pas comme la première fois. Mais j'y connais rien, moi. Donc, pour moi, ça allait. J'en ai parlé un peu autour de moi. Bon, oui, effectivement, c'est un peu bizarre. J'attendais l'échographie de 5 mois et demi de grossesse. C'est la deuxième échographie, celle qui aussi permet de vérifier que le bébé va bien. C'est l'échographie qu'on attend parce que c'est celle où on connaît le sexe de l'enfant. Et donc pour les parents, c'est un joli moment parce que ça permet de savoir si c'est un garçon ou une fille. Et puis ça permet de voir son enfant dans son ventre et c'est assez magique. En réalité, c'est un acte médical, et ça on l'a appris à ce moment-là, qui permet de vérifier si l'enfant va bien. Et il arrive des fois, malheureusement, et où l'enfant va pas bien. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. L'échographe a posé la sonde sur mon ventre et immédiatement, tout de suite, elle a dit « il n'y a plus de liquide amniotique. Je vois rien, il n'y a plus de liquide. » Nous, on n'a pas compris. Tout de suite, elle est allée voir les reins, parce qu'en général, quand il n'y a pas de liquide amniotique, c'est les reins qui ne fonctionnent pas. Elle est allée voir les reins du bébé. À partir de ce moment-là, c'était plié, quoi. C'était comme ça. Les reins de notre bébé ne fonctionnaient pas. Nous, on n'avait toujours pas compris. Ça a duré, ça a été... Je ne sais pas si ça a duré 30 secondes ou 10 minutes, mais pour moi, cet instant, il a duré au moins 2 heures. Et elle a regardé encore un petit peu plus loin, hein, mais vraiment pour vérifier les choses, mais elle a regardé un petit peu plus loin et effectivement, ça a eu une incidence de toute façon sur tous ses organes. Donc ce qui s'est passé, c'est que un bébé, en fait, pour se développer dans le ventre de sa maman, c'est un cycle, tu vois, le liquide amniotique, en fait, il l'avale, ce qui fait grandir son œsophage, son estomac, puis ensuite les reins, puis il fait pipi. Et puis après, il va de nouveau avaler ce liquide amniotique, et ça fait un cycle, en fait, comme ça. Et de la même manière, il va le respirer aussi, ce qui fait grandir ses poumons. Et c'est comme ça que le bébé se développe, en fait, dans le ventre de la maman. C'est intéressant, hein, c'est passionnant de voir comment la vie se construit. D'ailleurs, on s'était toujours dit avec mon mari, quand j'étais enceinte de Arthur, que c'était incroyable, en fait, cette petite cellule, tu vois, comme quoi une cellule de lui, une cellule de moi, et ben, ça va faire un mini-nous. Et comme ça grandit, c'était assez incroyable. Et ben, il se trouve que là, il y a eu un petit grain de sable dans cette cellule. Donc le grain de sable est venu de ses reins, qui ne fonctionnaient pas. Et finalement, en fait, les reins ont gardé tout le liquide amniotique. Donc il a avalé ce liquide. Le liquide est resté coincé dans les reins. Il n'a jamais fait pipi. Il y avait ce petit tuyau-là qui ne fonctionnait pas. Donc en fait, il n'avait plus de liquide amniotique dans le corps. Ce qui fait que ses organes n'ont pas pu se développer, qu'il n'avait pas de poumons, pas d'estomac. Tous les membres aussi, ces membres ne pouvaient pas se développer n'étant pas dans leur piscine bien au chaud. Et en fait, les reins, en revanche, étaient absolument énormes et complètement disproportionnés puisqu'ils étaient pleins de liquide et pleins de kystes. Voilà, à partir de ce moment-là, on a réalisé, c'est là où, de toute façon, l'échographe nous a dit que notre bébé pourrait pas vivre. C'était sans appel. Je pense à tous ces parents qui vivent un deuil périnatal parce que leurs enfants ont une maladie, que ce soit une trisomie ou autre chose. Tu vois, une maladie, on leur donne le choix de vivre avec un enfant malade et de supporter toute la vie. Quand je dis supporter, c'est matériellement, physiquement, psychiquement, etc. Hein. Mais d'être support en fait de cet enfant toute la vie d'un enfant malade qui peut être très, très, très handicapé.
eux ont le choix de vivre ou non avec cet enfant. C'est un choix qui est absolument atroce. On est bien d'accord avec ça. Nous, c'était, peut-être un peu plus facile, je peux le dire maintenant parce que j'ai 7 ans de recul, mais on n'a pas eu ce choix-là. Parce que de toute façon, notre bébé, il allait mourir à la naissance. Il ne pourrait pas vivre. Pas d'organes, donc de toute façon, ce sont des bébés qui naissent et qui vivent en moyenne 1 heure. Mais ils t'ont pas proposé de poursuivre la grossesse Si, ils laissent toujours le choix. En réalité, ils laissent toujours le choix parce que on est quand même dans un pays où il y a une éthique, une certaine éthique, et qui permet aux gens, en fonction de leurs croyances, de leur religion, de leurs convictions, de poursuivre ou non une grossesse, même si elle peut s'avérer avoir une issue compliquée, voire fatale. Donc c'est le cas pour les personnes qui ont un enfant qui peut être très malade, et c'est également le cas pour des parents dont l'enfant est condamné, comme c'était notre cas. Je ne parle pas des grossesses effectivement qui s'arrêtent pendant la grossesse, parce que ça, il arrive que des enfants décèdent dans le ventre de leur maman, même à 8 mois de grossesse, à 9 mois de grossesse. Enfin, c'est des choses qui sont aussi très 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 difficiles. En tout cas, dans notre cas à nous, on nous a proposé, sans l'imposer, un arrêt médical de grossesse. Quelles ont été tes premières réactions suite à cette échographie ? Toi et puis peut-être ton mari aussi. Et mon mari, bien sûr. J'ai compris plus vite que lui. Et tout de suite, je me suis mise à pleurer et je lui ai dit que j'étais désolée. Et lui, il m'a dit « pourquoi ?» Parce qu'il n'avait pas encore compris. Et effectivement, quand tous les deux, on a bien compris que c'était la fin, on était effondrés, évidemment. On était effondrés. Je ne sais pas combien de temps on est restés avec l'échographe. Elle a été très chouette avec nous. Elle a été très patiente. Elle nous a expliqué beaucoup de choses. Elle nous a parlé de cet acte médical d'interruption de grossesse en nous disant que, de toute façon, il y avait un protocole assez strict à suivre et qu'on allait rentrer, en fait, dans ce protocole médical à notre volonté, qu'il fallait recontacter mon gynécologue si on le souhaitait. C'est là qu'ils vous ont proposé, du coup, si vous vouliez, ou ils ont attendu un peu avant ? Non, ils le proposent tout de suite. Tout de suite. Ils le proposent tout de suite. Alors, pour la raison toute simple que quand un enfant dépasse un certain nombre de semaines de grossesse, donc 6 mois de grossesse, l'enfant en fait est considéré comme viable. L'enfant qui naît peut être sauvé et réanimé par le corps médical. Il y a des bébés qui naissent à 5 mois et demi de grossesse et qui vivent. Donc à partir de cet âge-là, c'est dans la loi des médecins, à partir de cet âge-là, un bébé qui naît doit avoir un secours médical pour le faire vivre à tout prix. C'est leur rôle de médecin. C'est le travail des médecins, en fait, de sauver les gens. Si on dépasse cette date-là, malheureusement, en tout cas c'était le cas il y a 7 ans, je ne me suis pas renseignée pour savoir si c'est toujours le cas aujourd'hui, j'imagine que oui. Quand on dépasse cette date-là et qu'on doit subir une interruption médicale de grossesse pour une raison ou pour une autre qui appartient à chacun, le bébé doit être euthanasié dans le ventre de la maman avant l'accouchement, de manière à ce qu'il naisse décédé et qu'il n'y ait pas cet acte médical de le garder en vie. Voilà. Donc c'est des protocoles, on est vraiment en train de parler de fin de vie et de tuer son propre enfant. Ouais. Très longtemps, et même encore aujourd'hui, j'ai eu ce sentiment d'avoir tué mon propre enfant. Ah, ouais, c'est quand même fort. C'est très fort, c'est très 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 dur, très difficile. Et pour revenir sur ta question, quand on rentre chez nous suite à ce désastre, cette échographie absolument désastreuse, on se met en boule sur notre canapé et on pleure pendant 3 jours. Voilà. C'était un vendredi soir, donc ça tombait très bien qu'on ait 2 jours de week-end. Il a fallu prévenir nos parents. Passer un coup de fil et leur dire. Les copains aussi qui envoient un message en disant « Alors, comment ça s'est passé ton échographie ?» Mal. Et voilà, à chaque fois, ça met un coup de massue, en fait, en plus, autour de ça. Et ça le rend réel. Et comme dit si bien la personne, la psychologue qui m'a accompagnée sur ce deuil-là, la vie continue autour. Et ça, c'est hyper injuste au départ.
Et la vie continue autour, c'est-à-dire qu'il faut manger, tu vois, il y a du bruit dans la rue, et c'est très 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 difficile en fait à concevoir et à reprendre ce... Alors oui, peut-être qu'on mange pas pendant 2 jours, tu vois, mais à un moment donné, on a faim. Et là, tu te dis, putain, mais je mange, mon bébé est toujours vivant dans mon ventre, mais dans 15 jours, je vais devoir le tuer, me séparer de lui. Et non, c'est horrible comme sentiment. C'est vraiment horrible comme sentiment. Et donc, suite à ça, le lundi matin, je me souviens très bien que j'ai pas voulu téléphoner à mon patron pour lui dire. Ah oui. J'ai voulu aller le voir. J'ai voulu le voir. Donc, je suis allée au bureau. Il a vu ma tête. Oui, parce que t'étais pas encore en arrêt. Là. Non, oui, bah oui. non. Tu J'étais t'aurais pas pu encore en être en arrêt. arrêt, Non, oui. alors ça arrive effectivement que ce drame intervienne quand on est en arrêt, en congé maternité. Et moi, c'était quelque temps avant mon congé maternité. Donc voilà, je suis allée voir mon patron qui me dit, il a vu ma tête. Il a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il a été absolument génial. Enfin, franchement, merci. Merci Patrick, j'ai eu un accompagnement absolument super de sa part. J'ai pu rentrer chez moi et me remettre en boule. Et téléphoner au gynécologue pour savoir quelle allait être la suite. Et donc rentrer dans ce processus médical de l'interruption médicale de grossesse. Tu dis que tu as été désolée. Tu disais que je suis désolée à ton mari. Et puis tu as eu l'impression de tuer ton enfant. Mais du coup, tu te sentais coupable. Ouais, clairement. Tu veux en venir. Clairement, quand on est dans cette situation-là, qu'on doit faire ce choix qui n'en est pas un, mais qu'on soit confronté à une interruption médicale de grossesse ou une mort fétale in utero ou un problème qui se passe pendant l'accouchement, et on rentre dans ce long tunnel des émotions, ce long tunnel de deuil qui commence par cet effet de choc, cette sidération, puis un déni. C'est pas vrai, c'est pas possible. Moi, le déni, clairement, je l'ai eu et je l'ai ressenti. Je l'ai même fait ressentir à l'échographe qui nous a annoncé cette nouvelle. C'est pas grave. En fait, du liquide amniotique, j'en ai plus. Une petite aiguille, hop, un trou dans le ventre, et puis vous m'en remettez, quoi. Je vois pas le problème. Vraiment, je ne voyais pas le problème. Il a pas de reins. Non, mais les reins, ça se greffe. Et on est allé voir un spécialiste des greffes de reins. Ah oui. Et oui, parce qu'on a la chance à Grenoble d'avoir un hôpital universitaire assez développé avec un pôle couple-enfant qui est assez important. Et on a été reçus par un spécialiste des greffes de reins qui nous a gentiment dit que c'était très compliqué. Ouais, parce qu'il faut aller dans ton ventre et ensuite dans son corps à lui. Et ça se fait pas, des greffes de reins sur des petits bébés. Il a dit que de toute façon, les greffes de reins, ça se faisait à partir de 2 ans et que donc il allait passer 2 ans sous dialyse avant de pouvoir prétendre à une greffe de reins et qu'on imaginait bien que greffer des reins à un enfant de 2 ans, ça se faisait pas non plus tous les jours. Mais en fait, on imagine des choses comme ça, et c'est là où je voulais en venir. Je sais plus si c'est en off qu'on en parlait ou si c'est tout à l'heure quand j'ai commencé à parler, tu vois, de ce monde médical tout puissant dans lequel on vit. Et on a l'impression en fait qu'il est tout puissant. Sérieusement, il y a pas très longtemps, je regardais encore une série médicale avec un petit bébé qui sortait du ventre de la maman pour lui retirer une tumeur et ensuite ils le remettent dans le ventre de la maman. Et c'est vrai, ce sont des gestes médicaux qui existent, mais pour de vrai. Mais on fait des trucs de fou. Tu vois, les parents allaient perdre cet enfant. Alors bien sûr, il y a tout l'aspect dramatique qu'on voit à la télé qui vient dessus. Et ils arrivaient à sortir ce bébé et à faire un acte médical alors qu'il a 6 mois dans le ventre de sa maman. Et oui, c'est vrai, ça existe. Et je veux dire, aujourd'hui, on greffe des cœurs, on greffe des mains qui fonctionnent, on a des mains bioniques. Comment veux-tu comprendre qu'on ne puisse pas sauver un bébé qui a un simple problème de rein ? Moi, je n'ai pas compris. Moi, je ne comprenais pas, en fait. Mais est-ce que tu comprends aujourd'hui ? Oui, je comprends aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas tout, parce que j'ai accepté ça. Il y a une grosse part d'acceptation, en fait, aujourd'hui. Que la vie, c'est pas maîtrisé et c'est pas maîtrisable. Tout cet aspect aussi qui vient après, qui fait partie du processus du deuil,
on a passé cette sidération, passé le déni, et ensuite on rentre dans ce long couloir des sentiments, comme l'appelle Karine, ma psy. Je crois que c'est comme ça qu'elle l'appelle, où là on va être confronté, qui est très 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 long, qui dure plusieurs années, hein, où là on va être confronté à de la colère, de l'injustice. C'est là où, moi en tout cas, j'ai été extrêmement en colère et où je ne comprenais pas en fait cet effet d'injustice. Alors certes, je m'étais dit, bon, ma grossesse, ça va être cool en fait. Et certes, au début, j'ai eu peur. Et ça, ce sentiment, il m'a suivi très 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 longtemps. Est-ce que c'est parce que au début, j'ai eu peur et j'ai douté que cet enfant est parti? Ah, ça, c'est ce qui se passait dans ta tête. Ouais. Cette culpabilité-là, en fait, c'est de ma faute. Et c'est là où tout se mélange et où, en fait, pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, hein, je pense que ça reste toujours un peu, cette culpabilité de me dire, j'ai eu peur au début, et peut-être que c'est pour ça que cet enfant n'a pas voulu de moi. J'ai eu peur que ça se passe mal, et du coup, c'est arrivé. Ou bien, j'ai été trop cool. Ouais, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, c'est pas les 2 gorgées de champagne à Noël qui vont me tuer. Ben non, ça m'a pas tué moi. Tu vois? Ouais, Alors que, honnêtement, je pense que 2 gorgées de champagne, c'est pas ça qui a été le problème. Mais je ne sais pas. Peut-être que si. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était le moment où il se passait quelque chose dans mon ventre qui a fait que ça ne s'est pas passé comme prévu. J'en sais rien. Et c'est très, très dur d'accepter qu'on n'en sait rien et que c'est comme ça. Et moi, j'ai eu énormément de mal et j'ai encore peut-être du mal, tu vois. Aujourd'hui, j'arrive à en parler. Mais ça a été très, très dur et très compliqué de ne pas vivre cette culpabilité-là, ni la colère, ni l'injustice. Je pense que je suis quelqu'un de plutôt sympa. Ah bon? A priori, je suis pas quelqu'un de mauvais, je suis pas quelqu'un de méchant. Et je me dis, mais pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi ça nous arrive à nous, en fait? Et il y a la psychologue de l'hôpital à l'époque qui m'avait dit quelque chose de très juste. Elle m'avait dit, bah pourquoi pas? À l'inverse, ouais. En fait, pourquoi un autre et pas vous? Vous pensez vraiment que votre voisin de chambre ou la personne que vous croisez dans la rue mérite plus que vous? Mais c'est pas sympa de l'entendre ça au début. Non, c'est pas... Mais en fait, ça m'a vraiment marqué. En fait, elle n'était pas du tout formée au deuil périnatal. Ah oui, par contre, elle suivait des personnes en cancer assez lourd. Donc, on est aussi sur de l'accompagnement de fin de vie, on est sur des choses comme ça. Et sur des gens qui vivent des injustices. Et c'est vrai que là, moi, c'est ce que je ressentais. Je crois que mon mari, il n'avait pas du tout aimé ça. Moi, ça m'avait plutôt fait réfléchir dans le sens où, ouais, c'est vrai en fait. Bah oui, c'est comme ça. En fait, la vie, c'est une roulette. Et des fois, on parlait de statistiques tout à l'heure, on a une chance sur 100 000 ou une chance sur 700 000 qu'il se passe quelque chose de mal. Bah, c'est comme ça. J'aurais dû jouer l'auto peut-être ce jour-là. Ou pas. Mais j'aurais préféré, mais c'est comme ça. Et du coup, tu as été suivie par une psychologue, mais à partir de quand? C'est toi qui as voulu? Ou c'est un conseil qu'on t'a donné? Non, c'est moi qui l'ai voulu. Et je vais te dire pourquoi. Parce que suite à mon divorce, j'ai été très mal. Et à un moment donné, je me suis dit que ce serait bien d'avoir l'accompagnement de quelqu'un pour traverser ça. Bon, j'ai trouvé quelqu'un qui faisait pas forcément l'affaire, que j'ai vu un petit peu, mais qui, en tout cas pour le deuil périnatal, n'aurait pas pu me suivre, ça c'est certain, parce qu'il avait des méthodes qui étaient assez secouantes. C'était peut-être ce dont j'avais besoin après mon divorce, en tout cas. Voilà, j'avais déjà eu un accompagnement qui avait été relativement court, mais sur quelques mois, mais qui m'avait en tout cas permis de réfléchir autrement et d'aller un peu mieux. Et en fait, très vite, j'ai senti que je sombrais dans le très mal, suite à la perte d'Arthur, de mon enfant. Et je voulais plus vivre ça, je voulais plus être comme ça. Donc très vite, mais quand je dis très vite, c'est 2 mois après. Même ma psy m'a dit
en général, vous venez tôt. Gentiment, hein, mais elle m'a dit, en général, c'est vrai que les gens viennent plus tard. C'est une démarche qui se fait plus tard. Moi, tout de suite, j'ai eu ce besoin-là. Je pensais pas que 2 mois, c'était tôt. Il y a des gens qui se font suivre sur du deuil périnatal 30 ans après. 30 ans après ? Oui, parce que ça laisse vraiment des séquelles. Ça laisse vraiment des séquelles dans notre corps et dans notre cœur. Et c'est des choses qu'on a tendance à enfouir. Ah oui, pourquoi attendre 30 ans autour de nous? Parce qu'en fait, on le met tellement profond qu'on le sent plus jusqu'au jour où il va se passer quelque chose. Tu vois, typiquement, elle me racontait l'histoire d'une dame qui avait perdu son petit chien. Et elle se remettait pas de la mort de son petit chien. Sauf qu'en allant gratter, 30 ou 40 ans avant, elle avait perdu un bébé, cette femme-là. Et effectivement, ce sont des choses qui ressortent. Pareil, tu vois, des grands-parents aussi qui sont confrontés au décès de leurs petits-enfants, qui ont vécu cela aussi. Et quand c'est leur enfant d'après ou d'avant qui vit ça, n'arrivent pas à surmonter ce deuil parce qu'eux n'ont pas soigné leur propre deuil. Donc oui, c'est des choses qui sont très, très, très fortes. Et c'est des choses qui nous suivent toute notre vie de toute façon. On va être marqué par cette expérience-là. Et après, c'est de voir ce qu'on en fait. Moi, très vite, j'ai eu envie et j'ai eu besoin d'être suivie et d'en parler à quelqu'un parce que je sentais que je sombrais et je voulais pas sombrer parce que j'avais déjà sombré et que je voulais pas revenir comme ça. Vraiment. J'avais cette volonté, mais je pense que la volonté, il faut l'avoir. Il faut l'avoir parce que c'est très, très, très dur de se remettre de ce deuil-là et c'est très, très, très dur de se dire qu'il faut qu'on aille vers la vie. C'est un moyen aussi de garder le lien avec son enfant. Notre enfant est mort. Oui, t'as l'impression de le couper, ce lien, si toi, tu vas vers la vie. Mieux. Ouais. T'as l'impression de trahir ce lien-là, trahir ton enfant. Et c'est très difficile. Voilà, c'est un chemin qui peut être long, qui peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Et c'est un chemin qui se fait. Et ça a mis combien de temps pour toi ? Moi, j'ai commencé à accepter la mort de mon enfant il y a 2 ans. Donc 5 ans. 5 ans. Son 5e anniversaire. C'est l'anniversaire... En fait, c'est le premier anniversaire que j'ai pas mal vécu. Ok. Voilà. L'anniversaire par rapport à ses 6 mois. L'anniversaire par rapport à sa date de naissance, qui est aussi la date de... Non, pas la date de naissance qui est prévue, parce que la date de naissance qui est prévue, c'est une date qui, au début, effectivement, j'y pensais beaucoup. Maintenant, je n'y pense plus parce que c'est pas sa date à lui, c'est pas son histoire. Okay. C'est pas son histoire et c'est pas notre histoire. Sa naissance, à lui, c'est le 20 février 2016. Oui, c'est ça. Et qui est aussi la date du jour où il nous a quittés. On l'a appelé Arthur. Je ne sais pas trop pourquoi on l'a appelé Arthur. On n'avait pas encore trouvé de prénom, on n'avait pas encore choisi de prénom. On ne savait même pas si c'était un garçon ou une fille. Donc on cherchait un petit peu à droite, à gauche. Qu'est-ce que tu penses de ça et puis de ça, sans être vraiment fixé. Sauf qu'on a eu 15 jours pour trouver le prénom. Eh ben oui. Ouais. Alors... Ce qui est bien aujourd'hui dans la loi française, c'est que tu peux inscrire un enfant né sans vie dans ton livret de famille. Et il est reconnu comme un membre à part entière de ta famille. Ah, c'est bien. Alors, tu peux faire le choix, après la naissance de ton enfant, de lui réaliser des obsèques. Tu peux ne pas en faire. Tu peux avoir le choix de le laisser à l'hôpital et puis l'hôpital s'en occupe. Ce qui se faisait beaucoup avant. Ce qui se fait automatiquement avant de 3 mois de grossesse pour les embryons qui sont des interruptions naturelles de grossesse. Mais à partir d'un certain âge, d'un certain nombre de semaines, tu peux réaliser donc des obsèques pour ton enfant, l'inscrire sur ton livret de famille, donc lui donner une existence. Et ça, c'était hyper important pour nous. Mon mari a fait les démarches nécessaires pour aller inscrire notre fils à la mairie, lui donner un nom, lui donner un prénom. Alors, il se trouve qu'on n'était pas mariés et que là, pour le coup, la loi est un petit peu compliquée parce que comme on n'était pas encore mariés à l'époque, ces vieilles lois patriarcales... c'est le nom du... Eh bien, le nom, en fait, c'était le mien. Ah. Puisqu'en fait, le papa, on n'est pas sûr que ça soit mon compagnon. Ben oui, c'est comme ça. Si l'enfant naît et que tu n'es pas marié... Le nom qui est automatiquement adossé à ton enfant, c'est le nom de la maman. Sauf si le papa va faire une reconnaissance de l'enfant. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc le papa doit aller faire une reconnaissance de l'enfant pour pouvoir lui donner son nom de famille. Et si tu es marié, c'est le contraire, c'est le nom du papa
qui est automatiquement, puisque évidemment, si tu es marié, ton enfant est obligatoirement l'enfant de ton mari, puisque tu es une bonne petite femme mariée. Bon, bref, petite parenthèse, c'est la loi. En tout cas, c'est la loi qui est comme ça. Donc, mon mari a reconnu Arthur, bien entendu. Voilà, on lui a donné le nom d'un petit prince. Et donc, il porte nos 2 noms de famille. Et on a décidé de se marier ensuite. Ah, il fallait faire avant, t'as pas compris. Normalement, il faut le faire avant. On a décidé de se marier ensuite pour 2 choses. 3 choses. Déjà parce qu'on s'aimait. Mais bien sûr. Parce que d'une part, on s'est dit que si on avait traversé ça ensemble, on traverserait tout ensemble. Et ensuite, parce que je voulais porter le même nom que mon fils. Je voulais qu'on soit une famille. Mais il me semblait qu'on pouvait donner les 2 noms, même si on n'était pas mariés. Ouais, maintenant, je crois que c'est possible. Ah, d'accord. Ouais, maintenant, c'est possible. Mais il faut qu'il y ait une reconnaissance du papa. Oui, par contre, oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait une reconnaissance du papa. Et mon fils porte les 2 noms. Et ma fille d'après, mon bébé d'après, porte les 2 noms. Et moi aussi, je porte les 2 noms. Et pas mon mari, on peut pas encore faire, il n'est pas encore assez moderne pour faire cette démarche-là. Je désespère pas, peut-être un jour. Et selon toi, qu'est-ce que tu conseilles pour aller mieux, pour réussir à aller mieux quand on vit ça ? Elle est intéressante cette question parce qu'il y a à la fois plein de choses qui me viennent en tête et à la fois la chose la plus simple du monde, c'est de se laisser tranquille, de se foutre la paix. Alors déjà, parler de mon mari parce qu'il a vraiment été, il a été ma bouée de secours. Il a été mon phare, mon rocher, vraiment. C'est une expérience qui est tellement forte dans un couple que soit ça le fait exploser, soit ça le renforce complètement. Nous, on a la chance d'avoir survécu à ça. Et je pense que sans lui ou avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui aurait été différent, je ne sais pas comment j'aurais vécu ça. Je pense que c'est pareil de son côté aussi. J'ai aussi eu des moments où je voyais que lui sombrait et où j'ai été là pour lui. On a su vraiment s'équilibrer et se soutenir et on a toujours ce lien entre nous encore plus fort que d'avoir une simple vie sans problème. Je crois qu'on n'a jamais de vie sans problème de toute façon parce que si c'est pas ça, c'est autre chose. Mais on a toujours des épreuves à vivre. En tout cas, voilà, ce qu'on en fait de ces épreuves, c'est ça qui va déterminer notre route commune par la suite. C'est pas facile tous les jours, c'est un couple, mais malgré tout, on a vraiment quelque chose et il a été absolument fabuleux. Et pour revenir à ta question, je parle de ça parce que je pense que s'entourer, être soutenu par déjà la personne qui partage sa vie, c'est indispensable, c'est hyper important. Et les deuils sont différents. Donc souvent, on a un décalage entre la manière dont nous, on vit notre deuil et dont notre compagnon ou notre compagne vit son deuil. Ça peut être aussi assez difficile, tu vois, de le vivre ensemble. Et voilà, il faut arriver à dépasser tout ça et à garder ce cap, à garder ce cap. C'est pour ça que je dis que c'est mon phare, parce que j'ai gardé le cap. Et puis, d'être suivi si on a besoin. Il y a des tas de manières, en fait, de parler. Il y a des groupes de parole. Moi, j'ai trouvé du soutien sur Internet, sur des groupes de parole. Alors, c'est très dur. Franchement, je me suis sortie de ces soutiens sur Internet parce qu'on est confronté qu'à des gens qui en sont au même niveau que nous. Donc, nous, on est dans notre plus profonde tristesse, dans ce désarroi, dans cette incompréhension totale. Moi, j'ai passé des nuits à ne pas dormir, à aller sur Internet, à être devant mon écran d'Internet, à chercher des réponses, alors que j'avais même pas de questions. Ma seule question, c'était pourquoi ? Pourquoi c'est arrivé ? Et pourquoi c'est arrivé à moi ? Peut-être que maintenant, ChatGPT pourrait me répondre si je lui demande pourquoi. Mais il n'y a pas de réponse à ça. Mais pourtant, tu vois, t'es tellement seul face à toi-même que t'as besoin d'aller trouver quelque chose, en fait. Quelque chose qui va te soutenir, quelque chose qui va te relever et te laisser sortir de ça. Alors, il faut vivre aussi ces moments les plus sombres. Il faut les vivre. De toute façon, il faut les traverser. Il ne faut pas les mettre de côté parce que, comme on disait tout à l'heure, si tu les mets de côté, de toute façon, ça va ressurgir. Donc, ces moments sombres-là, il faut aussi les accepter. Se dire, je suis mal. En fait, je suis mal et j'ai le droit d'être mal. Vu ce qui vient de se passer, en fait, j'ai le droit d'être mal. Et ça ira mieux demain, je m'en fous. En fait, j'ai même pas envie d'y penser. Juste, laissez-moi vivre en boule sur mon canapé. Et oui, je comprends qu'on puisse facilement glisser
vers la non-vie. Tu vois, ce sentiment où en fait tu vis plus, tu te ressors pas de là. Tu vis plus, bah si, tu manges, tu bouges, voilà, mais t'as pas de vie en fait, vers la non-vie. Et oui, tu glisses en fait là-dedans. Parce que. Comme une dépression. Bah oui, de toute façon. C'est l'épreuve la plus terrible qui soit. Donc voilà, de toute façon le vivre, de toute façon le traverser. Et après, pour aller mieux, il y a le soutien d'une personne qui est formée à te suivre et à t'aider là-dedans. Le soutien des proches, faire le tri aussi des gens que tu peux garder dans ta vie et que tu ne garderas pas dans ta vie. Apprendre à se protéger. Apprendre à se protéger, c'est hyper important. Se protéger des autres, se protéger de ce qu'ils pensent, se protéger de ce qu'ils disent, se protéger des maladresses, parce qu'il y en a beaucoup, 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 des maladresses. Et quand tu es au début de ton deuil, les maladresses, tu te les prends en plein fouet dans la tronche, je peux te dire que ça fait mal. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter que les maladresses soient des maladresses et pas juste des gens méchants et des gens mauvais. Non, c'est juste, je pense, des gens maladroits, en tout cas pour la plupart. Voilà. Est-ce que tu arrives à facilement parler de Arthur maintenant et puis depuis quand ? Alors, depuis toujours avec certaines personnes. J'ai appris aujourd'hui à juger si je peux parler de lui et quand ça ne mérite pas que je parle de lui. Ça dépend de la personne que j'ai en face. Parce que dans notre société aujourd'hui, quand on arrive à être une femme d'un certain âge, on se définit à travers nos enfants, évidemment. Et la première question qu'on va te poser quand on te rencontre, c'est « Et alors, t'as des enfants ?» Bah non, j'en ai pas. Oui, j'en ai. Oui, t'en as combien ? Voilà. Mais c'est vrai, c'est pas méchant, c'est juste comme ça. Intrusif. Ouais, ça peut, bien sûr. Mais c'est juste comme ça. C'est parce que... la société. Voilà, on se définit souvent par quel est ton travail, combien d'enfants as-tu, combien où tu est-ce gagnes. que tu vis, voilà, qui est lié au travail. La question de l'enfant revient de toute façon très souvent. Et j'ai appris aussi à décider de savoir si je devais ou si je pouvais parler d'Arthur ou pas. Est-ce que la personne en face de moi va être réceptive au fait que je vais lui dire que j'ai eu un enfant qui est décédé, ou est-ce qu'elle va me dire « Ah ok ». Et moi, ça va de toute façon me piquer. Aujourd'hui, ça ne me dévaste plus, ça m'a dévasté, mais ça ne me dévaste plus, mais ça va quand même me piquer. Donc, qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que cette personne-là en face, comment elle va réagir ? Alors, on peut avoir des bonnes et de mauvaises surprises, mais dans l'ensemble, est-ce que je vais protéger aussi cette histoire que j'ai avec cet enfant et peut-être se reconnecter à lui et lui dire « Écoute, tu es là, tu existes, je le sais, tu es dans mon cœur, je pense à toi chaque jour, mais là, franchement, je sens pas que ce soit le moment de parler de toi. Je peux pas. » Donc, voilà. Et ça te fait pas un petit pic, du coup ? Si, aussi. Tout le temps. En plus, du coup. Et en plus, tu as toujours cette réflexion à te dire, je fais quoi ? J'en parle pas, qu'est-ce que je fais, machin, etc. Et quand t'en parles, bien sûr que quand on parle, t'as toujours une douleur. C'est plus des coups de couteau partout dans ton cœur et dans ton corps. C'est une douleur qui est un peu plus diffuse. C'est, tu vois, d'en parler là depuis presque 1 heure, je sens que mon cœur se serre. J'ai mal au cœur, bien sûr, parce que je pense à lui, parce qu'il me manque, parce que je me demande ce qu'aurait été ma vie s'il avait été là. Parce que voilà, ça a été une épreuve absolument pas insurmontable, parce que je pense que je l'ai surmontée, mais pas loin. Mais aussi, j'arrive à me poser aujourd'hui, en tout cas avec ce recul, avec ces 7 ans de recul, j'arrive à me dire qu'il y a aussi des belles choses qui sont arrivées. Grâce à lui, grâce à ça, c'est une force, c'est ma force. On va parler des belles choses. Oui. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais du coup, tu as eu une grossesse après ? Ouais. Comment est-ce que tu as appréhendé ? Horrible. Non, on va pas se le cacher, la grossesse d'après, c'est horrible. Okay. La grossesse d'après, c'est terrible. Alors déjà, moi, je suis assez angoissée. J'ai vécu une première grossesse qui n'a pas été très, très rigolote, voire même difficile. Ma deuxième grossesse, mon bébé Arthur, je peux te dire que la troisième grossesse, je le voulais parce que tu le veux forcément. Parce que de toute façon, quand tu fais le deuil d'un enfant, tu fais pas le deuil d'une grossesse, tu fais pas le deuil d'une famille. Alors il se peut, ça arrive que des fois, malheureusement,
perdre ton enfant et en plus t'arrives pas à en avoir derrière, quoi. Et t'en as pas avant. Donc là, c'est encore d'autres deuils qui arrivent dessus. Je pense encore, toi, qui rajoute du terrible et va trouver après, le travail, c'est de trouver du sens, un autre sens à ta vie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une petite fille, un petit arc-en-ciel après, qu'on appelle le bébé arc-en-ciel, le bébé d'après. Et c'est ça, c'est un arc-en-ciel après la tempête, en fait. Mais pour autant, oh là là, qu'est-ce que ça a été dur. Oui, t'as appréhendé chaque échographie, chaque j'étais examen. Tous les 15 jours à l'hôpital, en train de pleurer, en train de dire que mon bébé était mort. Hein. Tous les 15 jours, je la sentais pas pendant plusieurs heures d'affilée parce qu'elle dormait. Je filais à l'hôpital en disant que... Enfin, vraiment, hein, je pense qu'ils me connaissaient. Ils me voyaient arriver, ils disaient « Ah, salut !» Non, je plaisante. Mais oui, non, vraiment. Enfin, mais c'est comme ça. Et en fait, je m'en foutais. J'allais à l'hôpital et je m'en fous de ce qu'ils m'ont pensé. Je m'en fous. Moi, je suis tellement pas bien que il faut que je sache. Même pas, il fallait que je sois rassurée. Il faut que je sache si elle est toujours en vie ou pas. Finalement, t'as été stressée et ça s'est bien passé. Finalement, j'ai été absolument abominablement stressée et ça s'est extrêmement bien passé. Et je pense que j'ai vécu ces angoisses même après. Aujourd'hui, maintenant, j'ai mes angoisses de maman, de toute façon, vis-à-vis de mes 2 enfants. Et ça, de toute façon, je pense que toutes les mamans angoissent pour la vie de leur enfant H24. Ça fait partie du quotidien des mamans. Mais non, moi, j'ai vécu une surangoisse pendant très, très, très longtemps et j'ai dû travailler dessus. Et je suis retournée voir ma psy aussi pour travailler là-dessus parce que je ne supportais pas. Je voyais ma fille jouer dans le salon et moi, je m'effondrais en pleurs en me disant qu'elle allait mourir, en fait. Que j'allais la perdre, qu'il allait se passer quelque chose. Enfin, c'était invivable. C'était très dur. C'était très, 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 très dur. Voilà, elle va bien. Elle est trop mieux. Mais oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Tant mieux que ça se finisse comme ça. Voilà. Ça se finisse. Oui, entre guillemets. J'ai encore du mal. J'ai encore du mal à vivre ces angoisses-là. J'ai encore du mal à comprendre encore comment ça fonctionne et à m'apaiser sur certaines choses. Mais ça va quand même beaucoup mieux. Et puis, il y a tellement de belles choses. Et puis, en fait, je pense que, de toute façon, notre vision, en tout cas, ma vision de la vie, elle a complètement changé. Elle a complètement changé. Elle avait déjà commencé à changer, de toute façon, avec d'autres choses et d'autres épreuves, tu vois, que tu vis avant. Après, quand tu vis des épreuves, t'en fais ce que tu veux. Hein. Soit tu te laisses ce que tu veux et ce que tu peux. Hein. Mais... à chacun aussi de trouver la force, et c'est pas facile, de surmonter cette épreuve-là et de continuer, en fait, malgré tout. Et Arthur, aujourd'hui, c'est une force. Et chaque jour, c'est un cadeau. Moi, chaque jour, je prends ma fille dans mes bras, je l'embrasse et je remercie l'univers pour ce cadeau. C'est parce que c'est magique, parce que c'est magnifique. Et aujourd'hui, je sais à quel point c'est précieux. Aujourd'hui, je sais que tout ça et tout ce que j'ai construit et tout ce que je fais, à quel point c'est précieux. Alors c'est terrible parce qu'on sait que tout peut s'arrêter à tout moment. On a cette espèce d'hyper-conscience de la mort qui n'est pas forcément hyper confortable, mais ça donne aussi ce côté hyper-conscience de la vie et du cadeau qu'est la vie. C'est beau. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux couples qui traversent ça et qui souhaitent continuer l'aventure qui n'ont pas fait ce deuil de grossesse, par exemple. Alors, j'ai quand même parlé de Karine, donc, qui est la psychologue qui m'a suivie pendant ce deuil. Et il se trouve qu'en fait, Karine, je l'ai retrouvée il n'y a pas très très longtemps. Et ensemble, on a parlé de podcasts. Elle me dit, mais alors, qu'est-ce que vous faites maintenant, etc. Et je lui dis que je fais des podcasts parce que oui, je suis aussi podcasteuse comme toi. Et elle me dit, mais c'est génial parce qu'elle cherchait un nouveau support d'expression pour aider encore plus de monde, pour transmettre en fait ce savoir-là qu'elle a. Et moi, ça fait longtemps que je pensais à construire un podcast sur le deuil périnatal, mais je ne savais pas trop comment l'imbriquer. Je me disais que d'aller voir des professionnels et de parler avec des professionnels, ça serait intéressant. Et évidemment, bien sûr que j'avais déjà pensé à Karine.
Et quand je lui ai dit ça, j'avais déjà cette petite idée derrière la tête. Et cette petite graine a germé. Et en fait, ensemble, on a construit un podcast qui n'est pas un podcast d'interviews et de témoignages, comme on peut l'entendre aujourd'hui, mais qui est vraiment un podcast d'accompagnement où je vais, moi, poser des questions à Karine. On est aussi dans le témoignage. Mais en tout cas, la faire s'exprimer sur un sujet vraiment particulier. Donc la traversée du deuil, la place du père, le couple, le bébé d'après, etc., etc. On a plein de thématiques comme ça, en fait, sur lesquelles en fait, on va accompagner les gens qui sont dans un deuil périnatal, qui sont touchés de près ou de loin par un deuil périnatal, parce que ça peut être aussi des accompagnants, des gens qui sont, je sais pas, par exemple des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, qui eux aussi attendaient cet enfant, parce qu'on n'y pense pas, mais il y a aussi tout un tas de gens autour qui attendent cet enfant. On parle vraiment de tous ces sujets-là, et je trouve que ce podcast, moi, quand je le réécoute, je me dis, mais c'est fabuleux. Et aujourd'hui, on a des retours de personnel du corps médical, de sages-femmes, qui le font écouter à leurs patients, parce qu'il est extrêmement aidant. Il est extrêmement aidant dans le sens où on a à la fois du témoignage, parce que là, je parle de moi aujourd'hui, mais Karine également a perdu un bébé pendant la grossesse. Il est d'une mort fétale in utero. Il a eu une maladie qui a fait que ce bébé en fait est décédé dans le ventre de sa maman. Et Karine était déjà psychologue. Plus tard, elle a pris en fait toute cette énergie de cette expérience-là pour se spécialiser en deuil périnatal et accompagner à son tour des mamans qui traversaient le drame qu'elle avait traversé. Donc on a à la fois dans ce podcast du témoignage de nos deux expériences entrecoupées et la parole d'experte de Karine qui accompagne et qui est spécialisée dans ce deuil-là. Donc je pense que c'est une extrême bonne ressource. Et il s'appelle comment ? Ce podcast s'appelle Immense. Immense, c'est comme la peine qu'on a quand on perd son enfant, mais c'est aussi comme l'amour qu'on reçoit quand on commence à aller mieux. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je mettrai le lien. Podcast deuil périnatal. Ouais, je veux bien, je te remercie. Merci pour ça et puis merci de me donner l'occasion d'en parler. Avec plaisir. parce que je pense que c'est important. Mais je demande toujours s'il y a des ressources justement à donner. Oui, voilà. Et absolument justement sur les ressources, tu vois, il y a effectivement donc l'accompagnement d'une professionnelle. Ce podcast qui existe, il y en a d'autres. Il y a un podcast qui s'appelle Au revoir podcast, qui est plus du témoignage aussi, je crois qu'il me parle, oui, qui est assez connu. Il y a des livres, il y a pas mal de livres aussi qui existent sur ce sujet aujourd'hui, et notamment des livres qui vont expliquer aux enfants, parce que il arrive qu'on ait des enfants avant, souvent on a aussi des enfants avant et des enfants qui sont petits. Donc il faut expliquer aussi aux gens autour de nous qu'on a perdu un enfant, que maman est partie accoucher mais qu'elle est revenue sans le bébé. Il y a aussi des ressources comme ça qui peuvent nous aider à parler, à avoir les mots justes pour les enfants qui sont là. On a un épisode dessus aussi avec Karine. Et puis ce que j'aurais envie de dire à ces couples-là, c'est que je connais votre malheur, vous n'êtes pas seuls. Malheureusement, on est des milliers à connaître ce malheur-là. Je peux témoigner aujourd'hui, c'est pour ça que je prends la parole en fait aujourd'hui et que j'arrive à prendre la parole. Je peux témoigner qu'on s'en sort. Parce que moi, ce qui m'a manqué quand j'étais vraiment dans le dur, vraiment dans le mal, sur cette première et cette deuxième année qui ont suivi cette annonce, c'est de me dire, est-ce que je vais m'en sortir un jour ? Est-ce qu'un jour, cette peine va s'estomper ? Et est-ce qu'un jour, je vais à nouveau rire, sourire et être heureuse ? Même sans avoir la prétention d'être heureuse, mais avoir le goût de vivre. Et oui, je me suis raccrochée à l'amour. Je me suis raccrochée à l'amour avec mon mari, avec mes proches, avec mes enfants, surtout avec mes enfants. Et à l'amour aussi que toute cette expérience, ce petit bébé Arthur m'a donné, et de l'énergie pour créer des choses et pour créer des belles choses. Et ça arrive, effectivement, ça arrive et on s'en sort. C'est toujours là, mais ça va mieux. Voilà. Et dernière question. Oui. Est-ce que tu as un sujet tabou et quel est-il si tu en as un ? Un sujet tabou. Je dirais les trucs de filles, les règles. J'aime pas parler des règles. Non, mais sérieux, c'est hyper intime en fait. D'accord. C'est hyper intime. Et aujourd'hui, je suis à fond
pour la libération et de la parole et que chacun prenne la parole sur le sujet qu'il le souhaite. Enfin, chacun fait comme il veut. J'ai une tolérance extensible. Mais ouais, j'aime pas parler des règles. Je sais pas, c'est mon truc. En fait, je trouve que c'est ultra intime. Ça touche à chacun, ça touche vraiment dans mon intimité la plus profonde, à savoir cet organe qui me permet de faire des enfants mécaniquement. Donc, tu vois, à vraiment cette intimité liée à la vie. Et du coup, en fait, j'aime pas forcément étaler cette vie-là. Mais bon, après, des gens en parlent, ça me dérange pas. Genre, au lieu de dire le matin quand tu vas au bureau, ah, t'as vu, il fait beau, ah, j'ai mes règles. Ouais, j'ai mes règles. Ah, me parle pas, j'ai mes règles. Non, mais je pense que tout le monde le sait. De toute façon. Il n'y a pas besoin de... y a pas besoin... En fait, il n'y a pas besoin de le dire, tu vois. On le voit quand vous avez vos règles, les filles. Pas besoin d'en parler. Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, Célia. Bah écoute, je t'en prie, merci infiniment à toi de m'avoir laissé la parole sur ce sujet. C'était hyper important pour moi d'en parler. Et bon, tu vois, hein, l'émotion est là, c'est normal. C'est pas facile d'en parler. Ça m'a pris beaucoup de temps, des années, avant de pouvoir en parler comme ça. Tout à l'heure, tu m'as demandé si j'en parlais librement. Je t'ai répondu que ça dépendait des gens. Voilà, je sais qu'avec toi, je peux en parler. Et je sais que j'ai envie aujourd'hui, même si la douleur est toujours présente, j'ai envie aujourd'hui de prendre la parole sur ce sujet pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à en parler, pour donner une réalité en fait à cette existence et à ces choses-là et à toutes nos petites étoiles qui nous regardent depuis le ciel. Très beau joli mot de la fin. Merci. Et voilà, cet épisode est terminé, j'en suis vraiment désolée. J'espère que le témoignage de Célia vous a plu. Si vous avez des questions ou commentaires bienveillants sur le sujet du deuil périnatal, vous pouvez lui envoyer un message sur son compte Instagram dédié à ça, qui s'appelle immense-podcast, ou répondre à l'article sur notre blog, dont le lien est également dans le descriptif de l'épisode. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute et de le partager le plus possible, car cela nous permettra de nous faire connaître et de libérer tous les tabous. Retrouvez-nous sur notre site internet sanstabou-podcast.com, sur Instagram @positivestudio.podcasting, sur notre page LinkedIn positive_studio ou bien par mail à santabou.podcast@gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou.